Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Queyros. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le maire de Saint-Martin-d'Hers, maire communiste, également conseiller départemental de l'Isère, conseiller métropolitain. Et puis j'en profite parce que ça tombe comme ça pour vous souhaiter un bon anniversaire. Merci. Vous avez eu 50 ans cette semaine, c'est un âge un peu symbolique, en politique ou ailleurs d'ailleurs. C'est le demi-siècle, donc ça renvoie à beaucoup de symboles. Mais voilà, je tiens bon et merci de souhaiter cet anniversaire. Ça ne va rien changer à ma détermination à mener ma vie de la manière que je la mène jusqu'à présent, et notamment d'un point de vue politique et dans mon engagement citoyen. Alors Saint-Martin-d'Hers, c'est la deuxième commune de l'Isère en nombre d'habitants. Combien aujourd'hui à peu près d'habitants à Saint-Martin-d'Hers? Vous avez le chiffre précis, j'imagine, en tant que maire? Précis, 38 253. Bon. 28 000, hein. 38 250. Bon. Avec des perspectives encore de grimper, le cap des 40 000 habitants, c'est quelque chose d'envisageable dans les années à venir? Je pense qu'à la fin du mandat, on sera à peu près au même niveau de population. Atteindre 40 000 habitants, même, j'allais dire, à l'horizon 2030, ça paraît peu probable. Mais je peux donner toutes les explications. Il est vrai qu'on a, en termes de peuplement au niveau de la métropole, et c'est vrai également à Saint-Martin-d'Hers, beaucoup de personnes qui vivent seules. On est entre 35 et 40% des logements qui sont habités par une seule personne. Alors il est vrai qu'il y a le domaine universitaire qui compte pour beaucoup. On a à peu près, on va dire, 5 000 étudiants qui habitent à Saint-Martin-d'Hers. Le rythme de construction ne sera pas suffisant pour pouvoir atteindre un niveau qui atteindrait les 40 000. Ensuite, se donner comme objectif les 40 000, il est vrai que d'un point de vue de la symbolique, on est 40 000 habitants, tout de suite ça a un sens. Ça peut avoir aussi un sens au niveau des dotations. Le tout est vraiment, on n'est pas à compter les habitants pour compter les habitants. Le tout, c'est d'avoir des habitants qui puissent disposer d'un bon cadre de vie et qui puissent bien vivre le service public à Saint-Martin-d'Hers. Bon, alors vous l'avez évoqué, c'est aussi une ville universitaire, Saint-Martin-d'Hers, avec le campus. Et puis, depuis la rentrée, c'est devenu un pôle commercial important de l'agglomération, avec l'ouverture du centre commercial Nerpic. Il aura fallu combien d'années pour voir aboutir ce projet, David Queyros? Parce qu'on en a longtemps parlé sur Télé Grenoble. Il aura fallu presque 20 ans. En fait, ce qu'on appelle la zone d'aménagement concerté, elle a été constituée en 2004, donc pour une livraison du pôle de Nerpic en octobre, 2 octobre 2024, il a fallu près de 20 ans. 20 ans, vous n'étiez pas encore maire à l'époque où le projet a été initié alors? J'ai été élu depuis 1999 et fin des années 90, on était vraiment sur la question des études préalables et comme je l'ai indiqué, la constitution d'une zone d'aménagement concerté s'est opérée en 2004. Le promoteur investisseur Nerpic qui s'appelle Apsis a été désigné en 2007, donc on se rend compte 17 ans, excusez-moi, pour j'allais dire, livrer un projet de cette nature, c'est du temps très long. On aurait pu penser, il est vrai que les investisseurs aujourd'hui, même s'ils sont à regarder le moyen, le long terme, on est rarement sur une telle longévité. Donc, j'allais dire, ça montre sa volonté et sa détermination à faire un projet et un si bon projet. Donc, là aussi, j'allais dire que du côté de la ville et de ses élus, il y avait de la volonté et d'avoir un promoteur investisseur et un agent économique si investi, c'était aussi un gage de réussite. Alors ce centre commercial qui a mis du temps à émerger a été inauguré en octobre dernier. Vous étiez évidemment présent ce jour-là, c'était un moment symbolique. Est-ce que le résultat est conforme à ce que vous aviez imaginé pendant toutes ces années où le projet s'est développé ? Alors, il est conforme à ce que je pouvais imaginer, mais quand on me pose cette question, je dis que c'est aller au-delà de mes espérances, au moins à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment la notion de végétal. Sur la dimension végétale, c'est un projet qui est très aérien, très aéré, donc avec beaucoup d'arbres qui ont été plantés, avec de belles essences, des essences d'ailleurs qui sont compatibles avec notre environnement direct. Donc, le premier niveau, c'est vraiment la question végétale, et le deuxième niveau, c'est la dimension artistique et culturelle. On a des œuvres de street art qui sont présentes sur le site. Et on a également des sculptures et tout ce qui participe, j'allais dire, l'architecture et le mobilier urbain donne vraiment une qualité urbaine qui est clairement remarquable. Certains de vos opposants vous ont
reproché d'installer un emblème du capitalisme, un centre commercial, dans une ville communiste, juste à côté d'ailleurs de la mairie, hein, qui est dans des anciens bâtiments de l'usine Nerpic également. Vous assumez ça? Vous restez fier de cette réalisation? J'assume tout, clairement. On est vraiment là sur le commerce fait partie de la vie, partie du quotidien. Il y a cette caricature qui consistait à dire que Nerpic était un centre commercial. Quand on voit sa conception, quand on voit les rues qui ont été générées, quand on voit que c'est un espace ouvert, on n'est pas que sur du commerce, on est aussi sur de l'activité. Des activités de loisirs, des activités de restauration. Saint-Martin-d'Hères pouvait d'ailleurs, ce que j'ai pu indiquer, c'est vraiment ma grande volonté politique avec l'équipe municipale, c'est vraiment de porter des projets qui réduisent les inégalités sociales et spatiales. À Saint-Martin-d'Hères, on n'avait pas de commerce enfin, en tout cas, on avait un déficit de commerce et d'enseignes, notamment de restauration. Et Nerpic est venu corriger cette inégalité. Donc, tous les projets qui corrigent les inégalités sont bienvenus. Quel bilan vous tirez après à peu près 6 mois de fonctionnement sur la fréquentation, par exemple? Est-ce que vous avez des chiffres? Alors j'ai des chiffres qui sont ceux du promoteur investisseur gestionnaire du site, à savoir Apsis, la société Apsis. Cette société se fixait 6 millions de visiteurs par an. Et donc sur les 6 premiers mois, on va être à 3 millions de visiteurs. Donc on est pile poil dans les purs. Donc c'est cette réalité qui est, j'allais dire, quantitative, mais d'un point de vue qualitatif, on se rend compte que c'est très fréquenté par des familles, par tous les publics, hein, c'est intergénérationnel, c'est interpublic, bien sûr des Martinérois, bien sûr des universitaires, étudiants, chercheurs, personnel technique et administratif de Grenoble, de l'université Grenoble-Alpes. Et puis c'est vraiment, j'allais dire qu'il y avait ma vie de maire avant le 2 octobre 2024, avant l'ouverture Nerpic, c'était à Caen-Nerpic. Et depuis la livraison de Nerpic, c'est félicitations. Et parmi les félicitations, il n'y a pas, le vocable de centre commercial n'est pas dans les têtes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des témoignages du type « Monsieur le maire, merci de nous avoir construit ce village ». Donc il y a vraiment cet esprit effectivement village avec des activités, avec des espaces verts, des espaces qui sont très. On a un petit parc aussi qui a été généré. Donc on est vraiment sur Nerpic, c'est vraiment un morceau de ville, même si le terme il est peut-être pas très optimiste, mais voilà, on est vraiment sur une portion de ville qui est bien intégrée au reste de la ville, avec bien sûr 3 lignes de tram à proximité, les transports en commun sont présents, les pistes cycles sont également présentes. On a d'autres commerces qui sont à proximité et qui, pour l'instant, ne se plaignent pas de Nerpic. Donc voilà, j'avais pour habitude de dire que le monde attirait le monde, c'était ma conviction, c'était ma vision de la vie en société, de la vie citoyenne. Eh bien là aussi, cet objectif-là d'avoir un projet qui vienne participer, qui vienne bien s'intégrer d'un point de vue économique et urbain au reste de la ville et j'allais dire au reste de la métropole, cet objectif a été atteint. On a vu quelques images. Une autre facette, effectivement, de ce centre commercial, ce sont les activités de loisirs, bowling ou autres jeux d'escape game. Est-ce que vous savez, plus prosaïquement, combien ça va rapporter à la commune, ces nouvelles activités? Alors, je le sais pour la commune, mais également pour la métropole. Donc, en termes le seul levier aujourd'hui fiscal des collectivités, c'est la taxe foncière. Donc, et c'est vrai pour les logements, mais c'est également vrai pour les locaux d'activité. Donc, pour l'année 2025, on va dire que le pôle Nerpic va attirer 500 000 euros de recettes fiscales. Ça, c'est pour l'année 2025. En 2026, ça sera de l'ordre de 1 million d'euros. Et ça sera aussi 1 million d'euros pour la métropole. Et dans un moment où il y a raréfaction de l'argent public, donc d'avoir une activité économique qui vienne générer de la fiscalité, ça aussi, c'est une bonne chose et pour la commune et pour la métropole. Alors, il y a beaucoup de centres commerciaux un peu similaires qui militent pour pouvoir ouvrir le dimanche. Je ne sais pas si vous avez vu The Village, qui est l'autre centre commercial nouvelle génération en Isère, situé à Villefontaine, qui attend avec impatience le feu vert des autorités. Est-ce que ce cas de figure risque de se reproduire également pour Nerpic dans les années à venir? Le sujet n'est pas pour l'heure posé. En revanche, ce que je note pour The Village comme pour d'autres lieux, c'est que les élus sont plutôt opposés à des ouvertures le dimanche. C'est le cas dans la métropole de Grenoble, c'est le cas à Saint-Martin-d'Hères. Encore une fois, au risque de me répéter, ce n'est pas un sujet qui est posé. En revanche, le site, il vit le dimanche
au travers de la présence des restaurants. Et d'ailleurs, on a une vie qui est appréciée aussi par les visiteurs et par les entreprises qui sont présentes à proximité. Et donc, et en semaine, et voilà, le dimanche reste une journée qui doit être particulière, à mon sens, dans la vie en société. Donc si la question se posait, le maire de Saint-Martin-d'Arc serait opposé à l'ouverture de Nerpic le dimanche. On serait effectivement plutôt défavorable, d'ailleurs, comme tous les élus du territoire sont attachés à ce que le dimanche soit un dimanche de repos pour les travailleurs. Alors, l'ouverture de Nerpic a aussi créé quelques polémiques en face avec les élus écologistes de la ville de Grenoble, elles ne vous ont pas échappé, qui ont accusé le promoteur Apsis de ne pas avoir respecté ses engagements en allant démarcher des enseignes du centre-ville de Grenoble, alors qu'il y avait normalement un pacte de non-agression, j'ai envie de dire. La ville de Grenoble demande même des dédommagements pour la perte qu'elle aurait subie sur l'attractivité de son centre-ville. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas vraiment un pacte, c'est ce qu'on appelle un protocole d'accord qui lie trois parties, la métropole, le promoteur Apsis et la ville de Saint-Martin-d'Arc. Donc en fait, Grenoble n'a pas voulu signer ce protocole. Donc en droit, lorsqu'il y a un protocole, il lie les parties. Donc la ville de Grenoble, je suis tenté de dire qu'à partir du moment où elle n'a pas souhaité, le maire de Grenoble, à partir du moment où il n'a pas souhaité signer ce protocole, il ne peut pas attaquer. Donc voilà, c'est encore une fois... Un coup de com'. C'est de la com'. Je le regrette, très sincèrement, je le regrette. Mais en fait, la ville de Grenoble ne tirera rien d'attaquer ce protocole puisqu'elle n'a pas intérêt à agir. Donc voilà, c'est un sujet qui est à mon sens, dont on pourrait se passer. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de se fixer vers l'avenir et puis de veiller à ce que les grands équilibres métropolitains puissent être respectés. Ça veut dire qu'on pourrait voir d'autres enseignes du centre-ville de Grenoble venir dans les années à venir chez Nerpic? Alors, en plus, moi, je parlais de l'intérêt à agir. Alors, j'ai pu avoir une réponse qui était un peu trop focalisée sur le droit, j'en conviens. Mais là, encore une fois... il n'y a pas eu de démarchage. Il faut être au clair sur le sujet. Le commerce évolue beaucoup. D'ailleurs, si on interroge les professionnels du secteur, quand on leur dit qu'est-ce que sera le commerce dans 5 ans, ils ne sont pas capables de l'indiquer. En revanche, ce qui est vrai pour certaines enseignes, il y a eu beaucoup de réorganisation à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne. Je ne vais pas citer de marque parce qu'il ne s'agit pas de faire de publicité aujourd'hui, mais les enseignes qui sont venues de Grenoble à Saint-Martin-d'Arc, en l'occurrence à Nerpic, de toute façon, aller se délocaliser de Grenoble. Donc, à mon sens, lorsqu'on regarde le sujet de manière globale, c'est un faux procès qui est fait à Nerpic et à Saint-Martin-d'Arc. Alors, dans les premières images du projet, il y a quelques années, il y avait une grande roue qui symbolisait un peu le côté loisir. Bon, elle a disparu du projet, mais il y avait aussi un cinéma qui était prévu. Lui non plus n'a pas ouvert le 2 octobre avec l'ensemble du dispositif. Le projet a été retoqué à plusieurs reprises. Il en est où aujourd'hui, ce cinéma potentiel ? Alors, l'autorisation d'exploitation cinématographique est obtenue, donc depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc, le permis de construire a été déposé. Et on est sur une temporalité où le cinéma, donc c'est un complexe de 6 salles, un cinéma plutôt, j'allais dire, grand public, qui pourra voir aussi quelques films d'art à essai, mais en tout cas, l'opérateur qui est Megarama souhaite vraiment développer un cinéma qui soit grand public. Et ce cinéma ouvrira fin 2026. Un an et demi à peu près, après les municipales, on va dire. Oui. Bon. Oui. Est-ce que... la réussite que vous présentez de Nerpic va être un argument dans la campagne des municipales à venir en 2026 ? À l'évidence. Ça avait déjà été un sujet de campagne en 2020. Hein. Il y avait les pour et les contre. C'était un sujet de projet. Ça sera un sujet de bilan, comme vous l'indiquez. Et voilà. Et encore une fois, la vie en collectivité, la vie citoyenne, c'est effectivement présenter des projets, en tirer des bilans, des évaluations, mais aussi tout le temps s'orienter vers l'avenir. Et Nerpic n'était pas une fin en soi, même si aujourd'hui on est clairement collectivement très satisfait de ce projet-là. On a vraiment pour volonté, pour objectif, et c'est d'ailleurs contenu dans tous les documents d'urbanisme, et notamment le plan local d'urbanisme intercommunal, c'est de faire de l'avenue Gabriel Péri, donc qui va de Grenoble jusqu'à Gières, de faire de cette avenue qui est très routière, hein, juste à titre d'exemple, au travers d'un chiffre, de mur à mur, on raisonne comme ça souvent hein, dans une rue, de mur à mur de part et d'autre de l'avenue, on est parfois à 40 mètres de largeur.
Et donc cette avenue, on souhaite vraiment la transformer en boulevard urbain. Et on a cette volonté avec la métropole. Et aujourd'hui, les études sont bien avancées. On sera en mesure, d'ici la fin de l'année, de pouvoir projeter les images que pourrait donner cette requalification de l'avenue Gabriel-Péri en boulevard urbain. Voilà. NERPIC était, j'allais dire, le fer de lance aussi de cette volonté de mutation et de requalification urbaine de tout l'axe Gabriel-Péri. Alors, je parlais des élections municipales parce que c'est dans un an, à peu près jour pour jour, j'ai envie de dire, même si on ne connaît pas encore les dates exactes. Vous êtes élu au conseil municipal de Saint-Martin-d'Hers depuis 30 ans, je crois. Je parlais de vos 50 ans, mais 30 ans d'élu, maire depuis 2014. Est-ce que vous serez candidat à un troisième mandat ? Alors, pour l'instant, je ne souhaite pas vraiment communiquer sur la question de la candidature, à supposer que je sois reconduit, parce que voilà, il faut faire respecter aussi la démocratie au sein de nos instances. Quand le maire sortant veut reprendre une candidature pour une prochaine municipale, il n'y a pas trop de suspense. Alors, en tout état de cause, ce que je me donne comme temporalité, c'est de pouvoir indiquer, lorsque les choses seront collectivement validées, d'avoir une adresse, en tout cas de candidature, en novembre. Bon, j'ai l'impression que vous avez envie quand même de poursuivre le travail. Comme je vous l'ai indiqué, j'ai 50 ans, mais voilà, tout le temps la même volonté de pouvoir être au service des Martinéroises et des Martinérois. Mais là, encore une fois, ce que j'ai envie de délivrer comme message, c'est que je suis investi de mes fonctions sur le terrain de manière effective. Donc voilà, il faut savoir en politique aussi respecter les différentes temporalités et ne pas indiquer, ne pas être en campagne trop tôt. Donc voilà, j'estime que indiquer aux Martinéroises et aux Martinérois que la campagne commence en novembre, je pense que c'est une temporalité qui est respectueuse de tout le monde. J'imagine que dans la rue, quand ils vous croisent, ils vous demandent si vous allez vous représenter. Bien sûr. C'est une question assez récurrente, ça, en général. Encore une fois, c'est pas la question du jour. La question du jour, c'est plutôt félicitations pour NERPIC. Bon. L'affirmation. La question, c'est l'affirmation. Aux dernières élections européennes, en tout cas, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête dans votre ville, avec près d'un quart des voix, pendant que le Parti communiste auquel vous appartenez dépassait difficilement les 4%. Comment vous analysez ces résultats, justement, en perspective des municipales? Il pourrait y avoir un basculement dans Saint-Martin-d'Hers? C'est vrai à Saint-Martin-d'Hers, la tendance que vous indiquez, oui, elle est vraie à Saint-Martin-d'Hers, elle est vraie dans bien des communes. Pour ce qui est des résultats aux élections, les électeurs ne confondent pas les scrutins. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce que je ne souhaiterais pas, mais c'est l'ambiance, elle est un petit peu de cette nature actuellement, c'est qu'on ne confonde pas les municipales avec les présidentielles et législatives qui vont suivre. Voilà, donc les enjeux, il faudra bien veiller à ce qu'on parle d'enjeux, même si effectivement les communes sont partie prenante d'une globalité de la citoyenneté, d'une globalité de la politique. Les enjeux devront être bien ceux des municipales. Donc c'est ma volonté. Après, j'imagine que certains candidats et certains partis vont vouloir nationaliser ou j'allais dire faire du hors-sujet de manière volontaire. On saura, en tout cas pour ce qui me concerne, les militants de terrain sauront ramener les enjeux là où ils doivent être. Alors vous vivez une fin de mandat un petit peu chahutée, puisqu'il y a la démission ces derniers jours de 2 adjointes, Marie-Christine Lagrour, qui était adjointe en charge de l'habitat et de la politique de la ville, et puis Elisabeth Pereira, qui était conseillère déléguée en charge de la lutte contre les discriminations. Alors ce sont des élus de votre équipe qui ne vous épargnent pas, qui vous reprochent, vous avez dû le voir dans la presse, un manque d'ambition pour votre ville, un manque aussi de volonté pour se battre auprès des habitants les plus fragiles. J'imagine que quand on a une équipe et qu'on a quelques personnes comme ça qui font des sorties dans la presse, c'est pas agréable? C'est pas agréable, mais j'allais dire que j'ai joué mon rôle. Elles le savent, ma porte était ouverte, mon téléphone il est ouvert. Et ce que je note, c'est que j'ai fait tous les efforts de dialogue avec ces 2 élus, qu'elles n'ont pas fait les mêmes, la réciproque n'est pas vraie. Voilà, moi j'ai pas envie non plus de polémiquer là-dessus. Elles peuvent avoir des remarques, et je l'ai indiqué par voie de presse, elles font des critiques, mais elles ne les spécifient pas, ces critiques. Donc voilà, en tout cas, ce que je note, c'est que l'équipe municipale, elle est soudée, que le bilan de mi-mandat, il est déjà très marqué, et que tous les objectifs qui ont été fixés dans mon programme de 2020 seront atteints en 2026. Donc ce qui m'importe, c'est vraiment que l'on puisse être efficace et que l'on ait tenu notre parole devant les Martinérois. C'est ce qui m'importe le plus.
y a quelques semaines, c'est vous, David Carros, qui avez exclu un autre membre important de votre équipe, Thierry Semanaz, qui est élu aussi au conseil municipal depuis une trentaine d'années, qui est adjoint depuis 2008. Vous lui avez reproché d'avoir abusé d'un logement social. Alors, c'est pas vraiment un reproche que je lui fais personnellement. Par voie de presse, il a été indiqué qu'il a sous-loué un logement qui lui était normalement dédié. J'allais dire qu'on a une communication, lui et moi, on va dire, la majorité et lui, on a indiqué qu'on estimait qu'il ne devait plus faire partie de la majorité, mais j'allais dire que lui-même, en même temps, a pu dire qu'il ne souhaitait plus faire partie de la majorité. Donc voilà. Parfois, on pose la question de savoir si on est d'accord sur nos désaccords, mais là, j'allais dire qu'on était d'accord sur le sujet. Donc, voilà. C'est une figure quand même à Saint-Martin-d'Hers dans la politique locale, Thierry Semanaz. Je parlais de son ancienneté. Il est là depuis longtemps. Après, il n'a pas forcément eu des délégations ou des attributions qui ont fait qu'il était forcément beaucoup sur le terrain. Il demeure encore vice-président en charge des sports à la métropole. Mais voilà, effectivement, il reste un élu connu. Effectivement, si ma mémoire est bonne, il est élu depuis 1995. Et moi, c'était à partir de 1999. Donc ça fera 30 ans en 2029. Vous m'avez un peu vieilli. J'avais un peu exagéré. J'ai peut-être confondu les dates d'entrée de Thierry Semanaz. J'ai pas voulu vous... non, mais il faut être précis. On vient de le voir, Thierry Semanaz, qui d'ailleurs sur ces images était là en tant que vice-président de la métropole. Il représente à la métro la ville de Saint-Martin-d'Hers. Il n'a pas pour autant démissionné de son poste de vice-président à la métro. Vous auriez souhaité qu'il y ait une clarification aussi là-bas à la métropole ? La clarification va vraisemblablement arriver le 4 avril à la prochaine séance du Conseil. Voilà, moi, je n'ai pas plus à commenter. Il lui appartient là aussi. S'il souhaite rester élu, ça lui appartient. On peut pas demander, personne ne peut demander à un élu de démissionner. Donc voilà, la décision lui appartient. Et à partir du moment où notre majorité a été suffisamment explicite sur le sujet, je ne souhaite pas me réexprimer à chaque fois sur le sujet. Alors, l'un des enjeux des prochaines municipales, c'est aussi la gouvernance de la métropole. Vous qui observez de l'intérieur ce fonctionnement de cette majorité de gauche depuis 5 ans, qu'est-ce que vous en pensez ? L'affrontement Piolle-Ferrari est sur la table depuis 2020. Il est sur la table depuis la fin de mandat d'avant. Donc voilà, vrai. Effectivement, le constat il est posé. Pour ce qui me concerne, j'ai vraiment, avec d'autres bien sûr, on veille à ce qu'on puisse avoir un fonctionnement démocratique qui soit normal, apaisé. On fait beaucoup d'efforts de dialogue et on vise à ce qu'on puisse trouver des consensus. Ensuite, on peut dire des choses, on peut avoir des arguments très concrets. À partir du moment où on le dit et on le redit, après, il appartient à chacun de prendre ses responsabilités et d'assumer ce qu'il peut porter comme position et d'assumer, je parle de position, mais aussi de posture. Voilà. Il y a plusieurs groupes dans la majorité de gauche à la métropole. Il y en a qui sont clairement pro-Ferrari, d'autres clairement pro-Piolle. Vous, le groupe communiste, comment vous vous positionnez entre ces deux leaders? Alors nous, on est pro-démocratie, on est pro-coopération, on est pro-solidarité. Après, les questions de personnes, j'allais dire qu'on fait avec, bien sûr. Notre volonté, c'est vraiment, et notre action, c'est de vraiment défendre le service public et les projets qui améliorent au quotidien la vie des métropolitains. Donc après, voilà, on s'inscrit dans une majorité, il y a du débat et j'allais dire ensuite, on tranche. Les votes en séance de conseil déterminent les choses. Je n'ai pas fait une analyse mathématique, mais j'ai l'impression que vous avez plus souvent voté en phase avec le groupe de Christophe Ferrari qu'avec celui d'Éric Piolle quand les deux n'étaient pas d'accord. Je me trompe? C'est vraisemblablement ça. Et après, voilà, sur la question des pratiques, il y a des choses effectivement qui parfois peuvent surprendre. C'est d'avoir des affirmations de vote distincts quelques jours, pour ne pas dire 24 heures avant que la séance ne se tienne. Donc voilà, ça c'est des éléments d'ambiance qu'il va falloir améliorer. Et en tout cas, moi je suis partie prenante, comme bien des élus, pour faire en sorte qu'on puisse avoir des débats et que le dialogue soit d'une qualité qui soit en phase avec ce que les citoyens attendent de nous. Bon, ça ne va pas s'améliorer pour la dernière année de mandat, mais bon, peut-être qu'en 2026, il y aura de nouvelles têtes forcément à la métropole. Éric Piolle était l'invité du précédent QG politique, David Carros, et comme c'est la tradition dans cette émission, je lui ai demandé de vous poser une question, et elle concerne justement la métro. Cher David, cher maire de Saint-Martin-d'Hers,
Deuxième ville du département, deuxième ville du coup naturellement de la métropole. J'ai dit publiquement que je ne serais pas la personne idéale pour l'après-Ferrari à la métropole de Grenoble. Donc que pensez-vous, quelle qualité doit avoir la prochaine ou le prochain président ou présidente de notre métropole pour redonner un élan et un projet fédérateur? Alors, le portrait robot du prochain président de la métropole. Il y a deux termes qui ont été explicités par Éric Piolle et j'allais dire qui font partie de la réponse, fédérateur et élan. Donc voilà, effectivement, c'est deux éléments qui sont importants. De manière, je vais répondre en termes, il y a un préalable à ce qu'il puisse y avoir, parce que pour moi, il n'y a pas que la question du président ou de la présidente qui compte, c'est la question de l'équipe. Donc pour avoir l'équipe la plus soudée, il est préférable tout de même de se présenter dans nos communes respectives de manière rassemblée, avec des projets communaux qui soient ambitieux et qui soient explicites et compris des habitants et de nos concitoyens. Ça, c'est le préalable. Voilà. Après, j'allais dire, j'évoquais la question des temporalités. Donc, il y a chaque chose en son temps. Donc, commençons à bien nous présenter dans nos communes respectives. Bien sûr, il va falloir parler des communes, mais également de la métropole. Mais j'allais dire que les qualités requises pour constituer une bonne équipe, c'est effectivement d'avoir de la motivation à porter ensemble un projet. Et en tout cas, ma boussole, c'est la réduction des inégalités sociales et spatiales. À partir du moment où on se donne cette boussole-là et qu'on est, j'allais dire, les plus unis dans la bataille, la question des équipes viendront cette question-là, elle viendra dans un temps suivant. Mais encore une fois, il faut, j'allais dire, les mêmes qualités pour être un conseiller municipal, pour être un maire et pour être un président et un vice-président et encore une équipe soudée. C'est vraiment d'avoir une volonté d'être bien inscrit dans une majorité et dans un projet métropolitain. Alors, je ne sais pas si Éric Piolle pensait à vous quand il a posé cette question, mais est-ce que c'est un poste qui pourrait vous intéresser à l'avenir, David Queyroz, présider la métropole? Je vais poursuivre ma question. Je pense qu'il est vraiment trop tôt pour parler personne. Voilà, j'ai parlé de la temporalité de novembre pour ce qui me concerne. Bien sûr que les discussions vont commencer dans les jours qui viennent sur la façon dont on est susceptible de construire un projet à gauche pour la métropole. La question des candidats viendra dans un second temps, me semble-t-il, c'est préférable. Bon, d'abord, effectivement, les municipales à passer. Le Parti communiste a intronisé cette semaine sa chef de file, alors pas pour Saint-Martin-d'Hères, mais pour Grenoble. C'est Isabelle Peters, qui est la première adjointe d'Éric Piolle, qui n'est pas forcément une élue très connue du grand public. C'est elle qui va porter donc, le début de campagne pour les communistes à Grenoble. C'est effectivement elle qui va porter cela et elle a pu l'exprimer, notamment sur la dimension, et j'ai évoqué ma boussole, la réduction des inégalités sociales et spatiales. C'est ce qu'elle va porter dans une volonté de rassemblement. Et j'allais dire que les communistes, on connaît leur réputation pour défendre le service public, pour défendre bien les intérêts des travailleurs. Donc avoir des communistes dans un rassemblement, c'est aussi un gage de qualité, de sérieux dans les conduites, en tout cas dans les prises de position et dans les politiques publiques qui seront défendues. Alors, il y a deux tendances qui se dessinent à gauche pour les municipales à Grenoble, mais j'ai envie de dire dans pas mal d'autres villes en France. Ceux qui refusent coûte que coûte une alliance avec la France insoumise, et puis ceux qui pensent que cette alliance est indispensable pour gagner. Vous êtes sur quelle ligne, David Queyroz? Je suis plutôt sur une ligne, j'allais dire, pragmatique et d'écoute de ce qui se passe sur le terrain et sur les communes et dans les quartiers. Les sujets nationaux, c'est clairement, si on les invite dans les élections municipales, ça ne va pas être très constructif. Donc, clairement, ce que je souhaite, en tout cas, pour ce qui concerne Saint-Martin-d'Hères et dans la façon dont on a constitué des équipes, c'est de vérifier les volontés locales des uns et des autres à se mobiliser autour d'un programme et d'un projet pour les habitants. Je parlais de boussole, en tout cas, c'est un des autres critères qui, à mon sens, doit être adopté. On ne regarde pas les étiquettes en premier ? Bien sûr que les étiquettes indiquent
l'idéologie est tout le temps importante en politique. Voilà, j'ai indiqué quels étaient les fondamentaux des communistes, le service public, la défense des intérêts des travailleurs. D'autres partis politiques peuvent avoir d'autres aspirations. J'allais dire qu'on est dans un monde tellement tourmenté et dans un monde qui, en tout cas des politiques qui souhaitent tellement diviser les uns et les autres et qui souhaitent diviser les travailleurs entre eux, ne rajoutons pas de la division à la division, veillons dans toutes les communes à faire que le rassemblement il soit effectif et efficace. Donc ça, c'est un vœu, j'allais dire presque pieux, parce qu'on voit aussi ce qui se passe au niveau national. C'est pas un secret, votre chef de file, Fabien Roussel, il s'entend pas énormément avec Jean-Luc Mélenchon. On se souvient d'un épisode au moment des législatives, d'une conversation prise sur le vif dans un train où il essayait de trouver une astuce pour pouvoir se passer de la France insoumise, le patron des communistes. Il y a cette anecdote que vous citez. Il y a aussi l'autre anecdote d'affiches qui ont été publiées par la France Insoumise qui sont particulièrement choquantes. Elle vous a choqué, cette affiche? C'est celle de Cyril Hanouna pour appeler à manifester contre le racisme. Même Fabien Roussel a été ciblé. Donc voilà, la même affiche qu'on voit là, elle a été publiée avec la photo de Fabien Roussel. Ce qui est profondément choquant lorsqu'on sait le lourd tribut qui a été celui des communistes dans la lutte contre le fascisme partout, dans le monde et en Europe. Donc c'est une affiche qui est profondément injuste, qui est choquante. Elle a choqué des militants de la France Insoumise localement. Donc voilà, encore une fois, ça choque, ça fâche. Il y a des enjeux qui sont supérieurs. C'est vraiment de proposer des projets. Encore une fois, on est sur des questions qui sont plutôt sociétales en plus. La question de la lutte contre le fascisme, voilà, c'est des dimensions sociétales. Moi, j'aimerais que l'on puisse se réunir sur des projets économiques et sociaux, d'amélioration des conditions de vie des travailleurs, d'amélioration des salaires, de rabaissement du départ, de l'âge de départ à la retraite. Donc, trouvons plutôt des sujets qui sont économiques et sociaux, et j'allais dire, les enjeux, ils sont là devant nous, avec un contexte de plus en plus belliciste au niveau international. Donc voilà, veillons chacun, l'union est une force, l'union est un combat, veillons chacun à notre niveau à construire cette union et ce rassemblement. Et pour ça, il faut être en phase sur les valeurs. Là, l'antisémitisme, c'est quelque chose sur lequel beaucoup à gauche ne veulent pas transiger. Vous avez suffisamment d'expérience politique pour savoir que ces affiches-là, elles n'ont pas été faites au hasard. Il y avait une conscience derrière au moment de la publication. Je le regrette. Encore une fois, être antiraciste et être contre l'antisémitisme, pour moi, c'est un postulat. Donc, une fois qu'on a dit ça, passons à autre chose, de grâce, passons à autre chose. Il y a bien des sujets qui sont diviseurs aujourd'hui, mais il peut y avoir aussi des sujets qui sont rassembleurs. On va venir vraisemblablement dans un instant sur la question de la chimie. Tous les politiques sont passés avant Corex et ils ont presque tous porté le même message. Donc moi, c'est ce message-là de rassemblement que sur la chimie, comme sur des projets communaux, sur des programmes communaux, c'est ce rassemblement que en tout cas, pour ma part, je souhaite construire. Et les militants, quel que soit leur militants de gauche et écologistes, quelle que soit leur appartenance à un parti, ceux que je rencontre, ils me parlent plutôt de rassemblement que de division. Donc voilà, encore une fois, chacun dans nos partis, dans nos structures différentes, on doit tous faire un effort pour se rassembler. Alors, avant de parler de la crise de la chimie en Isère, qui est un sujet important du moment, il y a aussi un thème qui sera certainement au centre de la campagne des municipales l'an prochain, c'est la sécurité. La métropole grenobloise est en proie depuis plusieurs mois, j'ai envie de dire plusieurs années, à des fusillades en série pour contrôler le trafic de drogue. Il y a encore eu 3 blessés par balle cette semaine à la Villeneuve, dans le quartier Mistral ou à Échirolles. Il y a eu des épisodes aussi sanglants à Saint-Martin-d'Hers dans les années passées. C'est un peu plus calme là depuis quelques mois. Quelle est la situation justement dans votre ville, David Queyros ? Alors vous l'indiquez, la question du narcotrafic aujourd'hui, elle est à prendre avec beaucoup de gravité. On a une forme de chance. Je vais revenir à peut-être un terme un peu plus convenable. On a un socle aujourd'hui, c'est le rapport des parlementaires qui a été posé sur le sujet. Donc quand les élus de terrain, les conseillers municipaux, les adjoints et les maires s'adressent au pouvoir public pour parler du narcotrafic et qu'on indique
qu'on observe des choses qui sont particulièrement graves, comme par exemple l'exploitation des enfants, on ne peut pas nous taxer d'exagérer le sujet. Donc on est vraiment sur j'allais dire le narcotrafic est un sujet qui doit attirer toute notre attention et qui est un sujet en France de gravité. La violence, elle est là et elle touche les premiers intéressés, à savoir ceux qui sont dans ce trafic-là. Et donc on est effectivement sur des guerres de territoire qui se traduisent par ce que vous indiquez, hein, la violence, les agressions, les tortures même parfois, et puis les assassinats. Donc le constat, il est là. J'allais dire, la lutte, on va dire qu'un des aspects intéressants en termes de proposition, c'est la constitution d'une cellule qui va s'occuper en tout cas, une cellule anti-trafic de drogue. Donc, elle a été constituée, cette cellule. Maintenant, la question, c'est de savoir quels moyens ils seront dédiés. Donc, on attend beaucoup, les élus locaux attendent beaucoup des moyens qui seront déployés pour lutter contre le narcotrafic. Vous avez sur Saint-Martin un quartier, un point de deal, Renaudy, qui a longtemps fait parler de lui. Vous aviez lancé une opération, je crois, en partenariat avec le procureur pour nettoyer ce point de deal, qui était un drive à ciel ouvert, où on venait chercher sa drogue. Il en est où aujourd'hui, ce point de deal ? Alors, je dirais même que, historiquement, il y avait 3 points de deal à Saint-Martin-d'Air. Il n'y en a désormais plus qu'un. C'est celui que vous indiquez, à savoir Renaudy. Et vous l'avez dit, un groupe local de traitement de la délinquance a été constitué à ma demande. Et j'ai sollicité le procureur de la République pour cela. Le procureur de la République a vraiment bien travaillé le sujet. Il a pris son temps, effectivement, il a dû mener une analyse avant de me donner une réponse favorable. La réponse favorable est tombée et j'allais dire qu'à l'image de ce qui se fait à Saint-Martin-d'Air depuis plusieurs années, on est une des premières villes à avoir constitué un conseil local de sécurité. On les appelait comme ça à l'époque. Désormais, on les appelle conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Clairement, on est sur de la coordination et sur un bon échange des informations, un bon dialogue. Déjà, il faut poser un diagnostic avant de déterminer des actions et des stratégies. Et vous l'avez indiqué, il y avait ce qu'on appelle un drive. Mais alors un drive, comme on peut le connaître dans les enseignes de fast-food, hein, clairement. Pas. Comment ? Personne ne se cachait. Ah non, mais alors, il y a eu un autre sujet, mais j'y viendrai, sur les fameux flyers qu'on avait, ou en tout cas les publicités qu'on pouvait avoir, pour utiliser un terme plus français, les publicités, les tracts qu'on pouvait avoir dans sa boîte aux lettres à Poisa et ailleurs, qui déterminaient, d'ailleurs, avec un graphisme et une communication digne des meilleures entreprises du monde. Le drive, il existait et il a fallu coordonner des actions, et notamment ce qu'on appelle des actions de prévention situationnelle. Alors, je vais dire ce qu'est la prévention situationnelle, c'est de veiller à ce que les aménagements soient dissuasifs pour le passage des véhicules, et donc des voitures. Et donc, un drive qui générait 20 à 30 000 euros, vraisemblablement, de chiffre d'affaires par jour, eh bien, il s'est éteint progressivement. Donc ça, c'est une satisfaction de voir que ces sujets-là, en tout cas la lutte contre le narcotrafic, elle passe par des actions de cette nature. Mais encore une fois, la sécurité et la prévention, j'allais dire, la sécurité est l'affaire de tous. Et donc c'est bien lorsque les maires, la police nationale et la justice travaillent main dans la main qu'on arrive à réduire le narcotrafic. Dire qu'on arrivera à l'éradiquer, ça paraît un peu délicat. En revanche, il faut laisser faire. En fait, la raison pour laquelle le narcotrafic est si fort, c'est que il gagne du terrain. Donc en fait, il faut veiller à ce qu'ils perdent du terrain chaque jour. Alors souvent, quand une commune arrive à fermer ou à réduire un point de deal, elle ne fait que déplacer le problème sur un territoire voisin. Pour régler le problème de fond, Éric Piolle, le maire de Grenoble, demande la légalisation du cannabis. Est-ce que vous êtes favorable à cette démarche ? Alors, la première question que je me pose, c'est pourquoi il existe tant de personnes qui consomment de la drogue en France ? On estime à peu près à 5 millions le nombre de fumeurs de cannabis. J'ai le même chiffre. Et donc, il y a à peu près 900 000 personnes qui, au quotidien, consomment du cannabis, fument, les consommations, elles sont à divers niveaux, mais en tout cas, consomment du cannabis. Il y a 600 000 consommateurs de drogue dure en France aussi. Donc,
en plus de ces personnes qui consomment des produits illicites, il y a des produits qui sont autorisés, les psychotropes, les antidépresseurs. Donc voilà, il y a vraiment, en France, on consomme trop. Si on était suffisamment, j'allais dire, émancipé, épanoui dans nos vies, je ne vois pas pourquoi on aurait à consommer des produits qui sont à terme, chaque jour, et puis cumuler les jours, les semaines et les mois et les années, qui sont mauvais consommer des produits qui sont mauvais pour la santé à terme, ça interroge toute la société. Moi, avant de parler de légalisation ou de dépénalisation, j'aimerais qu'on parle aussi de prévention et d'éducation. Clairement, il y a les jeunes générations, il faut vraiment veiller à ce qu'elles soient bien éduquées aux questions des drogues, bien sensibilisées à ces sujets. Donc, c'est vraiment le premier sujet que je verrai à développer. Ensuite, il y a donc prévention. Là, j'allais dire, la lutte contre le narcotrafic, c'est un autre sujet. Ensuite, légalisation, dépénalisation. Là aussi, il faut quand même, les termes peuvent être lancés. Il faut voir comment on organise ça de manière globale et structurée et légale. Parce qu'on légalise quoi? On légalise la consommation, mais on ne légalise pas la distribution. Donc ça veut dire que... Lui, il est pour légaliser la vente de cannabis, c'est-à-dire qu'on achèterait ça dans un bar tabac, comme on le fait pour les cigarettes. Des documentaires, j'ai vu des documentaires récents, je crois que Mathieu Kassovitz a pu en sortir un, et notamment sur l'exemple hollandais. On se rend bien compte des incohérences, des incompréhensions que peut susciter des systèmes de cette nature. C'est-à-dire qu'on importe, alors qu'on importe de pays où c'est interdit de produire, des produits qui sont autorisés à la consommation intérieure. Enfin voilà, il y a quand même, ça génère beaucoup d'incompréhension légale de la part des publics. Et puis je suis tenté de dire que ce qui est un peu gênant dans cela, c'est que, et c'est d'ailleurs très vrai en Hollande, c'est que quand ça devient légal, quand une drogue réputée douce, mais elle n'est jamais douce parce que c'est, au risque de me répéter, c'est la répétition de la consommation de drogue, aussi douce soit-elle, elle devient dure à force de. Donc le phénomène que l'on constate, c'est que lorsqu'on légalise ou dépénalise les drogues réputées douces, eh bien, les drogues dures viennent encore plus sur le marché noir. Donc, bon, j'ai pas encore d'avis fixé sur le sujet, mais voilà, encore une fois, la santé publique, le sujet de santé publique, il est à traiter de manière globale, et c'est vraiment une grande campagne nationale, et chacun à notre niveau, on doit faire des efforts pour être dans la prévention, dans la sensibilisation, et de veiller à ce qu'on ne consomme pas, plutôt que de dire, voilà, je préfère qu'on indique au public ne consommez pas, plutôt que consommer légal, au lieu de consommer légal, au lieu de consommer illégal, consommer légal. Bon, bien, voilà. Au chapitre des actions mises en place pour lutter contre le narcotrafic, il y a aussi une expérimentation qui est menée en Isère depuis quelques années, en collaboration d'ailleurs avec le service du procureur, qui consiste à supprimer les allocations familiales pour les familles de dealers. Yannick Neuder, le ministre de la Santé isérois, est venu représenter ce dispositif il y a quelques semaines. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller taper au porte-monnaie des dealers et des familles? On sait que souvent c'est un réseau qui contrôle le trafic de drogue. C'est pas une mesure à laquelle je suis emballé par le sujet. Encore une fois, qui sont les victimes de tout cela? Est-ce qu'on va rendre victimes des enfants de parents qui manquent de responsabilité? Je ne pense pas. Donc, c'est une initiative qui a été prise, mêlée au sujet. Voilà, encore une fois, c'est pas comme ça qu'on va régler. Encore une fois, le sujet, il est global, il est massif, et il nécessite vraiment, c'est un sujet de gravité qui nécessite vraiment une mobilisation très large des pouvoirs publics, et notamment des institutions de santé, parce qu'il en va de la santé des personnes. Votre police municipale à Saint-Martin-d'Hères, elle va au contact des trafiquants, ou elle essaye d'éviter justement les problèmes? Alors elle va au contact, clairement. Elle y va de plus en plus, compte tenu du fait qu'elle est, plus étoffée. Donc on a aujourd'hui une équipe qui est constituée de 22 policiers municipaux assermentés et de 4, ce qu'on appelle des ASVP, des agents de surveillance de la voie publique. La police municipale va au contact, elle peut saisir, elle interpelle
clairement des délinquants, et bien sûr qu'elle les confie ensuite à la police nationale, puisque les gardes à vue se font à l'hôtel de police. Et puis, elle interpelle et elle saisit des quantités. Donc, bon, je ne vais pas délivrer les chiffres, mais voilà, il y a des semaines, c'est 1,2 kg. Ouais. Donc, voilà. Fut un temps, à Saint-Martin-d'Air et ailleurs, on pouvait dire, mais que fait la police ? En fait, la police, elle travaille et elle inquiète les dealers dans leur fonctionnement normal. Donc, en fait, on va les déranger au quotidien. Et c'est clairement un rôle qui est assumé. Et c'est, à mon sens, la bonne orientation qui est à tenir dans le temps et qui est à tenir au quotidien, toutes les semaines, tous les mois et chaque année. Une police qui est armée chez vous, à Saint-Martin-d'Air ? Elle est armée depuis 2023. J'ai souhaité, compte tenu, vous l'avez indiqué, la violence, elle est là. Et elle est armée pour un seul objet. Vraiment, et j'insiste sur cet aspect-là, c'est le droit à la légitime défense. Les policiers municipaux qui, au quotidien, enfin, je vais vous donner une intervention qui peut être banale, mais voilà, on fait un contrôle de la route, on demande à un véhicule de se positionner, de se garer. Le propriétaire du véhicule ouvre le coffre, il y a une arme à feu à l'intérieur. Donc voilà, bien sûr qu'il ne l'a pas utilisée, cette arme. Voilà, ça génère clairement de l'inquiétude. Et encore une fois, dans ces interventions-là, il m'apparaît que le maire que je suis, alors il y a eu un débat bien sûr dans ma majorité sur le sujet, mais c'est clairement le maire qui est en première ligne sur ces sujets-là. C'est lui qui a la responsabilité, c'est lui qui signe l'arrêté qui demande au préfet de pouvoir faire en sorte que la police municipale soit armée. Encore une fois, au risque de me répéter, c'est la légitime défense pour soi, pour ses collègues, mais aussi pour les citoyens dans les rues. Donc voilà, ne pas être armé face à des individus, des délinquants, et vous me permettrez de dire des associations de malfaiteurs qui sont armés, il m'apparaît que c'est préférable. Le droit à la légitime défense est constitutionnel, et j'allais dire que plus que le droit, il m'est apparu que la gravité et la violence que l'on constate, plus que le droit, il faut que ce soit une obligation aujourd'hui. Donc c'est vrai pour Saint-Martin-d'Air. Si vous m'aviez interrogé il y a 10-15 ans de cela, j'aurais peut-être tenu un autre discours. Mais là aussi, sur la question de l'armement, c'est vraiment le dialogue avec l'équipe de police municipale, un dialogue bien posé, bien concerté. J'ai pris ma décision en conscience, et c'est vraiment la notion de confiance réciproque qui a fait qu'à un moment donné, j'ai signé cet arrêté. Donc la police municipale m'a fait confiance lorsque je lui ai indiqué que j'avais besoin de temps pour réfléchir à ce sujet-là, comme aujourd'hui je leur fais confiance lorsqu'ils portent l'arme à leur ceinture. Alors on change de sujet avec un petit mot sur les transports, parce que vous avez inauguré, je crois que c'était en septembre dernier, l'extension de la ligne de tram D. On voit les images, une extension qui évite un changement si on veut aller de Saint-Martin-d'Air à Grenoble en tram, mais qui n'a pas vraiment offert de nouvelles dessertes. Est-ce que vous faites partie de ces élus de la majorité métropolitaine qui critiquent le manque d'ambition du SMAC justement sur le développement de ce réseau de transport en commun depuis quelques années ? Il faut savoir se plaindre au bon moment. Là, on va dire, le maire que je suis aurait pu se plaindre avant 2024. Là, il a plutôt des motifs de satisfaction. Donc, effectivement, la ligne de tram D qui va désormais, on va dire du centre-ville géographique, donc en l'occurrence la place Étienne Grappe, jusqu'à la gare de Grenoble, c'est forcément une bonne chose. Une bonne chose pour la fréquentation, une bonne chose pour les Martinérois qui peuvent d'ailleurs fréquenter, lorsqu'on part de Saint-Martin-d'Air, on peut aller au CHU, on peut aller au musée de Grenoble et on peut aller au centre historique de la ville de Grenoble et on peut aller à la gare. Donc là, clairement, on coche toutes les cases de ce à quoi on aspire en matière de mobilité lorsqu'on veut fréquenter ces grands équipements publics. Et notamment un équipement de santé et un musée, clairement, c'est pas rien. Donc, c'est une bonne chose pour tous les publics. Et c'est aussi une bonne chose pour les Grenoblois, les Grenobloises et Grenoblois. Au-delà de cela, le SMAC va aussi va procéder à l'achat de nouvelles rames. Donc ces rames, elles vont permettre d'améliorer la capacité d'accueil des voyageurs, et ces rames-là vont permettre aussi une augmentation des cadences. Donc clairement, à Saint-Martin-d'Air, entre le prolongement de la ligne D et ces achats de rames, on ne peut avoir que des motifs de satisfaction. Ensuite, j'allais dire que la critique, elle est là.
on peut tout le temps aller plus loin, clairement. Si on pose la question, je vais, parmi les critiques que je pourrais formuler, ou tout du moins les revendications, je préfère revendications. La revendication qui est celle du maire de Saint-Martin-d'Hères et de son équipe municipale, c'est de voir le prolongement de la ligne D au sud vers Grand Place. Et encore une fois, dans un objectif de pouvoir faire en sorte que cette ligne de tramway, la ligne D, puisse constituer, alors j'appelle ça une ligne de rocade, qu'elle puisse constituer une alternative à la rocade sud, qui est routière. Donc voilà, encore une fois, là aussi, je pourrais dire, c'est tout le temps, on est tout le temps en politique, on préfère tout et tout de suite. Mais voilà, là encore une fois, les efforts ont été fournis. Lorsque je pose cette question du prolongement vers le sud, on me dit qu'il faut attendre 2030. Voilà, on sait faire preuve de patience. Mais encore une fois, lorsque les conditions de mobilité s'améliorent, il faut savoir l'apprécier. Il y a deux sujets qui opposent la majorité métropolitaine. Enfin, deux, non, il y en a beaucoup, mais il y en a deux principaux sur les déplacements. C'est la gratuité des transports en commun. Votre parti est plutôt favorable. Isabelle Peters le rappelait dans ses objectifs de campagne au municipal. Donc vous êtes là plutôt du côté d'Éric Piolle qui s'oppose à Christophe Ferrari et Sylvain Laval sur cette gratuité pour tous. Alors sur le principe de la gratuité, j'y suis aussi favorable. Les expériences qui ont été faites ailleurs montrent que c'est très pertinent d'un point de vue social et d'un point de vue des mobilités et d'un point de vue de la planète aussi. C'est indéniable. Ensuite, la gratuité des transports, parfois elle se fait par palier et par secteur. Il est vrai que dans certaines localités, c'est parfois quelques lignes qui ont été rendues gratuites et pas d'autres. Bon, après, ça peut poser d'autres questions sur l'égalité de la gratuité pour tous. Il faut savoir, au-delà du principe qui est un bon principe, il faut savoir aussi le confronter au principe de réalité, au principe de la finance, des finances, pardon. Et parfois, voilà, on peut avoir un principe, et lorsqu'on regarde les chiffres, alors j'ai le chiffre qui est lié uniquement au périmètre ex-SMTC, autrement dit de la métropole, donc au sein du SMAG. En fait, les produits de vente de billets, des tarifs, c'est de mémoire, à l'échelle de la métropole, c'est 30 millions d'euros. Mais on se rend compte que ce n'est pas 30 millions d'euros qu'il conviendrait de trouver, parce que si on rend gratuit, il va y avoir une augmentation de la fréquentation. Donc ce n'est pas 30 millions d'euros qu'il faut trouver, c'est 60 millions d'euros. Donc voilà, le versement transport, il est presque au plus haut niveau. Donc ça veut dire que les 60 millions d'euros, il faut les trouver sur d'autres politiques publiques. Donc là aussi, quelle politique publique on est supposé sacrifier pour rendre les transports publics ? Le débat peut se poser en ces termes-là. Je sais que parfois, lorsque je dis ça à des militants très engagés sur le sujet, ils me disent « oui, mais quand on veut, on peut ». Bon, ok, j'accepte l'argument. Mais voilà, encore une fois, à l'heure où les finances publiques sont en diminution, la question des transports, elle peut se poser au niveau local. Je pense qu'elle devrait plutôt se situer au niveau global et national. Là, encore une fois, pour venir sur un sujet d'environnement, je crois que c'était en 2022 ou 2023, l'État a été condamné pour inaction climatique. C'est la nation qui doit s'occuper de ces sujets et être au plus près des territoires pour que les mobilités soient à la fois efficaces et à la fois accessibles par le plus grand nombre. Justement, la nation elle a mis en place les ZFE pour réduire la circulation automobile et donc la pollution dans les centres-villes des grandes agglomérations. Grenoble en fait partie, mais c'est une mesure qui est discutée et rediscutée en ce moment. Il y a Alain Carignon qui a annoncé que s'il était élu maire de Grenoble, il supprimerait tout de suite l'interdiction de circuler des véhicules critère 3, qui est en place depuis le mois de janvier 2025. Sur la ZFE, vous n'étiez pas forcément un fervent défenseur de cette mesure. Alors, il y a déjà, encore une fois, il faut regarder les choses de manière globale et ensuite voir comment elles se déclinent au niveau local. Donc, cette loi, elle est tombée, la loi résilience, donc, qui contient les zones à faible émission, ZFE, elle est tombée d'en haut. Voilà, c'est très vertical. Elle tombe vers le local et elle dit, vous devez faire des ZFE. Donc, à partir du moment où il y a obligation, étant bon élu républicain et bons élèves, on applique la loi. Après, on l'applique en fonction des débats globaux et des débats locaux. Mais voilà, encore une fois, un sujet qui arrive et qui a tendance à opposer les élus locaux entre eux, alors que ce sujet-là devrait être réglé par la nation. Et ce qui est
à chaque jour, on découvre de nouveaux sujets. Et effectivement, à partir du moment où on a une conscience écologique sur bien des sujets, notamment les zones, la qualité de l'air, les véhicules que l'on utilise pour se déplacer, lorsque l'on apprend, une fois que les ZFE sont mis en place, que un véhicule à moteur électrique a une empreinte carbone, autrement dit, a déjà émis plus de gaz à effet de serre qu'un véhicule critère 1 qui a parcouru déjà 100 000 km, on se dit, mais enfin, c'est incohérent. Pourquoi on nous demande des efforts alors que ça n'a pas d'impact. Voilà, non, c'est-à-dire que ces véhicules à moteur électrique, ils ont déjà une empreinte carbone énorme. Donc voilà, en fait, on culpabilise d'avance les voyageurs et les automobilistes, et pour proposer des dispositifs qui manquent de cohérence. Donc voilà, moi je suis aussi plutôt partisan pour que les ZFE, on les assouplisse, pour un motif assez clair, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de véhicules propres sur le marché pour remplacer les anciens. Et puis après, je suis tenté de dire, c'est tout le temps la même chose. Lorsqu'on va interroger quelqu'un qui a un véhicule critère 3, on lui dit, mais voyons, mon véhicule, il a 10 ans, il n'a pas encore parcouru 100 000 km, je l'ai acheté au moment T, et vous m'indiquez que j'avais la liberté de me déplacer. Enfin, c'est quand même s'il y a une liberté constitutionnelle, c'est celle de pouvoir se déplacer, de pouvoir voyager. Quand on nous prive de cette liberté, on se sent frustré, ce qui est tout à fait normal. Donc là, encore une fois, sur les politiques environnementales, si on pouvait trouver, au niveau global, plus de cohérence et éviter qu'on s'écharpe au niveau local entre élus qui sont pour ou contre, et sur la temporalité, ça serait préférable. Mais bon, voilà, après, chacun assume sa position, sa posture. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, j'avais écrit au président de la métropole pour lui indiquer que lorsqu'on allait passer au critère 3, donc au 1er janvier 2025, j'étais favorable à une période pédagogique qui allait même jusqu'à 24 mois. Donc, voilà, c'est 6 mois qui ont été décidés. Je pense que le sujet reviendra systématiquement parce que, encore une fois, l'économie n'est pas prête à cela. Et j'allais dire, c'est pas en réduisant, et c'est en ce moment ce qu'on est en train de vivre, les mêmes qui nous parlent, on viendra dans un instant peut-être sur la chimie, mais les mêmes qui nous parlent de réindustrialisation de la France, lorsque ça désindustrialise, ils ne bougent pas le petit doigt. Donc voilà, ça pose la question les habitants ne demandent qu'à adhérer à la transition écologique, mais voilà, pas à n'importe quel prix. Alors justement, la crise de la chimie en Isère, on en parle beaucoup depuis la rentrée de septembre, avec la menace de fermeture des usines Vancorex et Arkema, qui a incité, vous l'avez dit, des personnalités politiques nationales à venir rencontrer les salariés sur place. On a eu dans l'ordre Philippe Poutou pour le NPA, Fabien Roussel pour le Parti communiste, on a aussi eu Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. C'est devenu presque un passage obligé quand on est une personnalité de gauche de plan national de venir en Isère. Ce sont des visites qui sont médiatisées, mais finalement, ça n'a pas débouché sur grand-chose. Les salariés sont toujours dans la même incertitude sur leur avenir. Alors pour ce qui concerne le conseil municipal de Saint-Martin-d'Hères, on a souhaité fin 2023 voter une motion. Donc cette motion elle a été votée. Voilà, en faveur pour être aux côtés des salariés en lutte à Vancorex. On n'avait pas encore le sujet Arkema qui était encore, même s'il y avait une actualité, l'actualité n'est pas aussi marquée qu'elle ne l'est en ce début d'année 2025. Je me suis rendu sur place pour symboliquement remettre notre vœu aux délégués syndicaux et aux salariés en lutte à Vancorex. Et ce qui est contenu dans notre motion, c'est la notion de souveraineté nationale dans les secteurs clés de l'industrie. D'ailleurs, on a cité le programme du Conseil national de la résistance, parce que ce programme du Conseil national de la résistance, il est chaque jour remis en cause par les tenants du libéralisme et de l'ultralibéralisme. Voilà, ce qui importe, à mon sens, aujourd'hui, c'est que à ceux qui disent qu'il faut réindustrialiser la France, ils peuvent pas, lorsqu'il y a une menace de désindustrialisation, ils ne peuvent pas faire comme si le sujet n'existait pas. Et encore une fois, les conséquences, elles sont là aussi, le moment est grave. Ne pas organiser la chimie
sur la plateforme de Pont-de-Claix et de Jarry, ça veut dire renoncer au niveau national, parce que ces entreprises, elles fournissent d'autres entreprises d'ailleurs dans le nord de la France. Donc il y a tout un écosystème qui est interconnecté, et de perdre ce maillon au niveau français, ça veut dire qu'on va vraisemblablement devoir importer de Chine, en tout cas d'Asie et de très loin, des produits chimiques qui sont particulièrement dangereux, qui feront des milliers de kilomètres sur la route et sur les chemins de fer. Donc voilà, on est sur un schéma aujourd'hui qui présente de la cohérence et de la sécurité pour une perspective d'incohérence et d'insécurité. Donc voilà, clairement, ça nécessite... Vous indiquez que tout le monde y est passé, ce qui, à mon sens, est normal. Et les salariés en lutte ont besoin d'avoir des signaux qui montrent qu'ils sont soutenus. Mais j'allais dire que, en tout cas, pour ce qui concerne le conseil municipal de Saint-Martin-d'Hers, pour ce qui concerne, en tout cas, ma sensibilité politique, on est en faveur de la nationalisation temporaire, pour être là aussi, encore une fois, fidèle au programme du Conseil national de la résistance. Et voilà, pour faire référence à ce programme du Conseil national de la résistance, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, et j'allais dire que, voilà, si le programme national du Conseil national de la résistance, il est détricoté, c'est encore une fois pour des intérêts très privés, et bon, il faut vraiment poser le sujet plus global de l'intérêt global, de l'intérêt des travailleurs et des bons équilibres économiques et sociaux. La dernière personnalité en date à être venue, c'est François Hollande. C'était cette semaine, on le voit sur ces images, ancien président de la République, qui était sur place jeudi. Quand il était président en 2012, il avait promis de maintenir l'activité des hauts fourneaux d'ArcelorMittal. Alors c'est dans une autre région, c'était en Moselle, qui ont pourtant fermé, entraînant la suppression de plus de 600 emplois. Est-ce qu'il est crédible quand il vient comme ça au chevet devant Corex ? Je parlais à l'instant de nationalisation temporaire. Je ne crois pas qu'il ait évoqué cette piste. Donc, bon, voilà, c'est une différence notable que je constate entre lui et moi, même si, normalement, je ne suis pas censé faire une comparaison entre un maire d'une ville de 38 500 habitants et d'un ancien président de la République. Bon. Si le site ferme, ce qui, pour l'instant, est une possibilité, on va se retrouver dans un cas similaire à ce que Saint-Martin-d'Hers a vécu à la fin des années 70 avec Nerpic, qui était une zone industrielle en friche. Il a fallu plus de 50 ans pour en faire quelque chose. Ce sera à peu près les mêmes délais pour ces sites-là. Vous portez une analyse qui est tout à fait juste. Lorsqu'une entreprise si marquante, si marquée pour le territoire, elle ferme, c'est tout l'écosystème qui est fragilisé. Donc voilà, encore une fois... il ne s'agit pas que de la métallurgie, il ne s'agit pas que la chimie, la métallurgie aussi fournit des pompes hydrauliques, fournit des tuyaux en matière métallique. Donc il y a bien des entreprises de métallurgie, il y en a une à Saint-Martin-d'Hers d'ailleurs, qui a fourni la plateforme de Jarry. Donc on fragilise des travailleurs, on fragilise des territoires et on fragilise aussi, j'allais dire, les entreprises de services, les restaurants qui sont à proximité, les commerces, les commerces de bouche, et puis voilà, tout le territoire. Parce que là aussi, je parlais plutôt de l'économie dite privée, mais on fragilise aussi les services publics, parce que la plateforme... les entreprises Arkema et Vencorex, elles sont aussi pourvoyeuses de fiscalité locale. Donc, je ne sais pas si pour l'instant on a chiffré ce que pourrait, parce qu'on est dans la lutte, mais clairement, la métropole devra compter avec des millions en moins à supposer que ces sites soient mis à mal. Alors, la nationalisation, c'était des centaines de millions d'euros, en tout cas évoqués par le gouvernement, qui prend... pour prétexte, la guerre en Ukraine qui va demander à la France de mobiliser des moyens, notamment en direction de l'armée. Le passage en économie de guerre annoncé par Emmanuel Macron, vous y êtes favorable à cette augmentation des moyens pour la défense nationale ? Il y a tout le temps un prétexte pour réduire le pouvoir d'achat des travailleurs. Celui-là, ils ne l'ont pas inventé, la guerre en Ukraine. Je vais y venir. Il y a tout le temps de bons prétextes pour réduire le pouvoir d'achat des travailleurs et le pouvoir d'achat des collectivités locales. La dette publique, sous la présidence d'Emmanuel Macron, elle est passée de 2 000 à 3 000 milliards d'euros. Donc elle a augmenté de 1 000 milliards d'euros. Et donc c'est parce qu'il y avait cet endettement public qu'on demandait aux collectivités locales de se serrer la ceinture. Aux travailleurs d'ailleurs, on leur a demandé de se serrer la ceinture et de travailler plus. Et aujourd'hui, il y a un nouveau prétexte, c'est celui de la guerre, l'économie de guerre, qui doit se traduire par
de nouveaux efforts d'austérité en direction des travailleurs et des collectivités locales. Donc moi, je suis ulcéré par cette ambiance-là guerrière qu'on veut nous faire accepter. Donc je suis un élu et je fais partie des réseaux qui s'opposent à la guerre et qui sont favorables à la paix. Donc après, je sais que vous évoquez l'économie de guerre qui a été prononcée par le président de la République. Le ministre de l'économie parle d'économie de paix, donc voilà, enfin, il y a quand même une grande hypocrisie qui est portée là-dessus. Moi, ce que je constate, c'est que le capitalisme, il est passé à une phase, il passe des paliers. On est de plus en plus impérialiste et de plus en plus belliciste, et ça, c'est profondément choquant. Et les travailleurs n'ont rien à gagner à la guerre, rien. Ce passage en économie de guerre, ça a un impact, par exemple, pour une commune comme Saint-Martin-d'Hères ? Alors, pour l'heure, les collectivités locales vont perdre 7 milliards de fonds en 2025. Pour 2026, qu'en sera-t-il ? Il faudra bien vérifier quelle loi de finances le gouvernement défendra. Déjà, pour ce qui concerne, et je vais faire une opposition que certains n'apprécieraient pas, l'école ou la guerre. Pour l'année 2025, le fonds de participation, le Fonds national de participation au périscolaire. Rappelez-vous, on avait changé de rythme scolaire. Le samedi, les enfants allaient à l'école le samedi matin et pas le mercredi. Donc il y avait un fonds qui visait à ce que la semaine de 4 jours et demi, elle se traduise par des fonds d'aide au périscolaire. Eh bien, c'est 40 millions en moins qui ont été votés en 2025 par rapport à 2024. Saint-Martin-d'Hères va être pénalisé de 240 000 euros. 240 000 euros, c'est à peu près 6 postes. À Saint-Martin-d'Hères, on a 12 groupes scolaires, ça veut dire presque un demi-poste par groupe scolaire. Donc là, voilà, clairement, c'est choquant. On ne peut pas nous dire il faut aller faire la guerre et ne plus assurer de périscolaire pour les enfants. C'est choquant. Et puis, moi, ce qui m'ulcère, c'est que voilà, je fais cette comparaison entre l'école et la guerre. On ne fait pas des enfants pour aller faire la guerre. Alors, le message est clair sur ce dernier point. Il vous reste une mission, David Queyros, c'est poser une question au prochain invité. Alors, c'est une collègue à vous. Vous siégez ensemble au conseil départemental. On n'a pas parlé, on a beaucoup parlé de Saint-Martin-d'Hères ou de la métropole. Mais il s'agit de Frédérique Puissat, qui est élue également au Sénat pour l'Isère, élu LR, les Républicains. Je vous laisse regarder la caméra qui est en face de vous et lui poser votre question. Madame la sénatrice, chère Frédérique Puissat, un de vos collègues, Fabien Gay, sénateur, va être rapporteur d'une commission qui porte sur les 200 milliards annuels qui sont versés aux entreprises. Que vous inspire ce sujet ? Merci David Queyros d'avoir participé au QG politique. Frédérique Puissat vous répondra dans la prochaine émission et puis bonne continuation pour cette dernière année de mandat. Merci à vous.